17 ans, j'avais toujours vécu à la campagne. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis très attaché à la Bretagne dans laquelle j'ai grandi, mais il fallait que je la quitte. Paris, pour moi, était la ville extraordinaire dans laquelle je voulais étudier. J'ai du mal à me rappeler l'impression exacte. C'était aussi notre époque, on parle de ça il y a un peu plus de 25 ans, presque 30 ans. Il y avait Beaubourg au centre de cette ville qui était pour moi quelque chose d'incroyable. C'était un forum, c'était des gens qui se battaient, il y avait une bibliothèque incroyable, on pouvait presque y dormir. Il y avait une énergie très particulière qui a probablement... Les choses se sont organisées, sont plus précisément faites aujourd'hui, un peu plus contrôlées. On ne contrôlait pas les sacs, il n'y avait pas de sas, il y avait sans cesse des gens qui se réunissaient pour parler de n'importe quel sujet. D'un seul coup, Paris était un moment qui me permettait de vivre, de toucher, de sentir. Et moi, je suis très lié aux sensations, à des choses, vibrations. J'ai besoin de toucher, d'être dans le lieu pour vraiment les comprendre. C'est la seule manière que j'ai de juger de manière très singulière dans le projet qu'on fait ensemble à la Bourse de Commerce. J'ai beaucoup besoin d'aller sur le chantier pour comprendre. Et je changeais souvent mon fusil d'épaule parce que à tel endroit, telle perspective de fenêtre, tel rayon apparaît alors que je ne l'avais pas du tout senti. Et d'un seul coup, pour moi, c'est une influence capitale et il faut revoir la manière dont j'avais envisagé le projet. J'habitais d'abord en banlieue. Et ce qui est amusant avec la Bourse du Commerce, c'est que moi j'arrivais toujours là. J'arrivais toujours au Châtelet. Pour moi, Paris, c'est vraiment une ville de diversité. C'est vraiment ce qui se passe ici. Et je pense que moi, ce que j'aime le plus dans une ville, c'est, dans le fond, on peut être très invisible. On peut y avoir la vie qu'on veut, s'y habiller comme on veut, on peut chercher des gens, mais si on veut, on peut aussi relever sa capuche et disparaître, et j'aime beaucoup ça. J'ai eu la chance d'avoir du succès très tôt. Pendant 7 ou 8 ans, les choses se sont faites de manière organique, c'est-à-dire que d'une exposition à l'autre, 1, 2, 3 petits projets édités. Le travail est venu immédiatement après mes études. J'ai jamais travaillé pour personne. Et Erwan est venu me porter secours, me donner un coup de main, presque un peu comme un frère vient pour un déménagement. Donc c'est une espèce d'entraide familiale. Erwan étudiait à l'époque aux Beaux-Arts de Cergy. Il y a assez peu allé en fin de compte. Et n'est jamais véritablement sorti de l'atelier. Erwan est mon jeune frère, donc il y a 5 ans de différence. Ce qui est rien aujourd'hui, mais qui à l'époque beaucoup. J'avais 23, 24 ans peut-être. Lui venait juste de débarquer, donc il avait une capacité extraordinaire au numérique qui était assez balbutiement, mais qui était déjà une manière de travailler. Erwan est venu et petit à petit, effectivement, sa position est devenue de plus en plus importante, et puis on a tout partagé, mais on est un vieux couple maintenant. Donc. Je pense que ça fait une vingtaine d'années. J'étais étudiant en Beaux-Arts à Cergy, et Ronan avait tout simplement besoin d'aide. Donc moi je suis venu travailler avec lui, et j'ai découvert ce plaisir de travailler ensemble. Avec le recul, je ne crois pas que j'étais quelqu'un fait pour la solitude de l'artiste. Alors tous les artistes ne sont pas solitaires, mais quand même, ça reste une grande partie de leur métier, d'être seul à décider. Le design, il y a une forme il y a une empathie naturelle qui doit se créer avec la société, le substrat, l'endroit, et je pense que moi, ça m'aide à travailler, en tout cas. J'ai un peu de problème sur la définition même de ce qu'est le fait d'être designer. En tout cas, moi j'ai l'impression, je considère que tout ce qui n'a pas poussé naturellement sur cette terre est une question de design, entre guillemets. En tout cas, tout ce qui nécessite une pensée, un type de construction, de fabrication. Pour moi, il y a assez peu de hiérarchie. Je suis à la fois extrêmement heureux d'avoir été appelé pour dessiner les fontaines des Champs-Élysées, et en même temps, je suis content de faire un projet sur une petite place à Poitiers, de travailler avec les meilleurs laqueurs au monde au Japon et produire un objet en plastique. On est dans une période tout à fait extraordinaire qui donne, la palette est incroyable. Je vois les techniques comme des couleurs, et pour moi, il n'y a pas de mauvaise couleur en soi, il y a une mauvaise manière de l'utiliser. J'aime le fait que ça participe de la vie, que ce soit dans un café, que chez un ami que j'aime particulièrement, que ce soit par hasard
sur une terrasse au Japon ou au fin fond d'un truc dégueulasse en Bretagne. Donc un objet réussi qui, si en plus a une certaine réussite commerciale, c'est des centaines de milliers de pièces qui d'un seul coup sont disséminées dans le monde et qu'on retrouve dans des contextes très différents, sans maîtrise, et j'aime ça. Ouais. Notre métier, à la fin, c'est de faire vivre des idées qui sont reproduites. À l'agence, on fait tout en fait pour que ce déplacement puisse se faire, pour que cette chose existe, mais surtout qu'elle aille un peu plus loin, qu'elle se déplace, qu'elle rentre dans un magasin et qu'ensuite elle rentre dans la vie des gens. Et ensuite, après, l'objet, il doit trouver une petite place. Moi, je vois beaucoup la vie comme une forme de jungle. J'aime bien l'idée qu'on soit entouré de choses qui ont un peu ce qu'on trouve dans la nature. Et dans le même temps, si par hasard on cherche une fonction, on va la trouver instantanément. On va trouver un arbre qui est tombé, on va s'asseoir dessus, on va se mettre sous une canopée qui nous protège du soleil. Et dans le fond, je pense que les meubles et les objets, ils ont un peu ce rôle-là. C'est que d'un côté, ils sont un peu le paysage, et puis de temps en temps, il faut qu'ils ressortent. Et je pense que c'est vraiment cette question qui est dans le design. Est-ce qu'il faut s'exprimer au contraire, simplement amener des sensations. On a une manière de travailler très artisanale, entre l'idée, le dessin et le fait que ça existe physiquement. C'est des années de travail. Un bon projet doit passer par cette temporalité-là. C'est très long, c'est un processus très collectif. Hein. C'est des hauts, des bas, c'est des moments où d'un seul coup on a l'impression que tout est extraordinaire et le lendemain, en fin de compte, tel résultat de résistance. Cette chaise délicate devient quelque chose d'un peu gras. Et si le projet reposait sur une certaine finesse ou une certaine élégance, d'un seul coup ça ne fonctionne plus. Ou par ailleurs, ça devient une chance, parce qu'en fait, le fait de mettre un peu plus de graisse, ça donne une meilleure sensation plus sensuelle. S'il y a un conflit dans l'objet, c'est parfois qu'il y a aussi un conflit dans la commande. On fonctionne en permanence par soustraction. Quand on a dessiné quelque chose, quand il y a une étincelle qui commence à arriver, un début de développement, de fabrication, le processus du design doit nous amener à une forme de rationalité. Il faut couper toutes les branches qui dépassent, enlever des matériaux, enlever des formes, des process compliqués pour arriver à quelque chose qui est de plus en plus simple à fabriquer et qui par-delà en fait sa simplicité de fabrication est aussi en fait le caractère d'un objet. Un objet quand même est fait de peu de choses. Ça peut être des temps de développement qui sont très longs et pendant ce développement, on doit encore enlever. Un architecte, quand il est en train de fabriquer quelque chose, il ajoute. C'est-à-dire qu'il a gagné, mais ensuite après, on reprend les façades, les portes. Nous, c'est l'inverse. En fait, il faut enlever dans quelque chose où il y a déjà très peu. Je vois comme un phénomène presque un peu monacal, quelque chose de l'ordre de la méditation. C'est pour ça qu'on passe notre vie à tout redessiner. Mais on redessine le même dessin, puis on refait des maquettes, on fait 100 fois la même maquette. Tout ce qu'on enlève, c'est quand même quelque chose qu'on a dessiné à l'origine. On est toujours en train de croire que c'est juste. On n'est pas capable de le prouver, mais on croit. Donc quand il faut déconstruire, il y a peu de choses qui aident en fait à résoudre en fait cette perte. Parce qu'à la fin, c'est une perte. Une importance capitale. Enfin, les choses ne fonctionnent pas par exclusion. En fait, on a des modes de recherche très, très différents. C'est-à-dire qu'on bricole beaucoup à base de pâte à modeler et de fil de fer. On a une imprimante 3D extraordinaire. Moi, j'ai besoin, quand une chaise arrive pour la première fois, de quasiment pas la regarder, mais plutôt de la toucher, c'est-à-dire à l'aveugle, de comprendre est-ce que déjà elle me plaît au contact. Donc il y a à la fois une fascination extraordinaire pour le numérique, pour ce que ça me permet de produire rapidement. Ce travail a changé en 20 ans de manière radicale, ça va 10 fois plus vite et moi j'adore ça, j'adore faire 50 000 trucs en même temps, donc c'est une chance. Je suis à l'affût des choses nouvelles et en même temps je suis passionné par le fait de faire une brocante et d'observer hier quelques poignées de portes tournées en bois. Je passe beaucoup de temps sur mon iPhone, mais en même temps j'ai besoin de toucher, de vérifier. Je ne pense pas que les choses s'opposent, elles s'additionnent.
La particularité ici, c'est la multiplicité des projets. Il y a une grande variété de sujets. On est un atelier assez désorganisé, mais sérieux. On finit toujours sur nos pattes, mais on remet les choses en cause en permanence. Je pense qu'il est difficile de travailler avec nous parce que l'exigence fait qu'on peut remettre tout à plat au dernier moment, il faut repartir. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense qu'on est respecté pour une certaine qualité de travail, la fulgurance, la vitesse et en même temps l'inertie, l'inertie des projets et la lenteur qui est nécessaire pour arriver à des détails de millimètres qui m'importent particulièrement. Donc il faut savoir mesurer, savoir quand est-ce qu'il faut s'énerver pour que les choses avancent très vite et quand est-ce qu'on doit remettre en cause jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'en face on ne puisse plus pour qu'on soit tous d'accord. Qu'est-ce que ce projet méritait de cette attente, parce qu'on n'était pas dans cette situation extraordinaire ou de légèreté, de délicatesse qu'on en attendait. J'aime maîtriser une communication, c'est quelque chose qui est assez difficile dans cette discipline puisqu'on travaille pour différents fabricants, pour différents projets. Chacun de ces projets a une communication particulière. On a toujours une communication parallèle qui est la nôtre, nos propres photographies, nos propres lumières, etc., qui permettent de faire le lien, encore une fois, dans des projets assez différents. On est passé du temps des experts et des professionnels à un temps qui est tout, partout, tout le temps, pour tout le monde, et tout le monde prend des décisions. La vitesse, c'est vraiment qu'est-ce qui vous attrape là, juste tout autour de vous, et finalement tout ce qui vous est poussé. En principe, ces informations devraient nous aider à mieux mettre les choses dans un contexte plus général. Michel Serres, il disait ça, il dit en fait maintenant on a besoin d'être beaucoup plus intelligent parce qu'avant l'information n'était pas disponible. Maintenant on est dans la demi-seconde, on a toutes les informations disponibles dans le monde et effectivement on a plus besoin d'avoir une intelligence du choix. Certains ont des temps d'utilisation qui sont plus courts que d'autres, mais globalement, les objets, ils sont avec nous pendant très longtemps. On cherche à faire des objets qui soient presque transparents, que son ADN soit visible. En 2000 ou 99, on reçoit un coup de fil d'Issey Miyake qui voulait à tout prix travailler avec nous. On voulait qu'on fasse un magasin, et moi à l'époque, j'avais dessiné avec des objets. C'était une rencontre extraordinaire. À peine arrivé à Tokyo, quelqu'un est venu nous chercher à l'aéroport et on est allé directement avec lui voir une conférence au Tadao Ando. Donc avec le jet lag et cette conférence en japonais, autant vous dire que c'était compliqué. Mais c'était la première rencontre avec Tadao Ando. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps dans un bâtiment qu'il a construit chez Vitra, sur le site de Wallenheim. C'est sur quelque chose qui m'a touché pour différentes raisons, pas forcément la perfection d'Ando, mais plutôt une certaine rugosité, une certaine traitement de la lumière, des couleurs. Dans son travail, il y a naturellement l'idée d'une forme de respect de ce qui est déjà là. Une des choses les plus belles qu'on puisse trouver dans ce qui nous entoure, très souvent, c'est le temps. Le temps, quand il a passé, il transforme les choses, elles en deviennent de plus en plus belles, fortes. Je comprends son travail comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui, avec beaucoup de délicatesse, trouve la façon de faire une intervention contemporaine qui est exactement comme le contrepoint du temps qui est avant. Et j'ai l'impression, comme ça, avec ce grand cercle à l'intérieur de l'autre cercle, qu'il y a une résolution très tenue, très juste. Tadao Ando est assez maître dans cette pratique. Il y a vraiment une façon géniale d'amener à un état, à mon avis, effectivement propice à la question de l'art. Ça demande d'être capable de contempler, mais ça demande aussi de la rigueur. On peut appeler ça de la pureté, moi je dirais de la science, un peu la science du bâtiment. Le Japon, c'est à la fois une passion et qu'on est dans une situation tout à fait magique, parce qu'on a l'impression d'être en terrain, non pas connu, mais en tout cas pas véritablement étranger. C'est un pays moderne, on a l'impression d'avoir des repères visuels, des choses, et puis en fin de compte, moi qui ai l'impression d'avoir de l'empathie
Au Japon, je ne comprends plus rien. C'est un pays un peu de mystère pour moi, de sens magique, mais aussi au sens plus compliqué, où d'un seul coup, on se sent perdu, incompris. Il y a un rapport aux choses qui est presque animiste, ou je sais pas, qui moi me fascine. Il y a un rapport au détail, un rapport au temps. C'est un pays incomparable sur le plan technique, et aussi avec un fonctionnement social qui fait qu'on peut continuer à travailler et passer une année à produire une laque extraordinaire ou une situation de couleur. Je suis fasciné par une approche très précise de gens qui se concentrent ou qui passent leur vie sur des millimètres, sur un sujet, sur 3 couleurs. Et c'est des œuvres qui me fascinent. Et il y a une autre manière, beaucoup plus boulimique, d'appréhender la couleur, les formes, les matériaux. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise couleur, je dirais la même chose des matériaux. C'est plutôt ce qu'on en fait qui pose question. Le plastique, s'il est utilisé à bon escient, est quand même un matériau extraordinaire parce qu'il est très très durable. J'aime le fait de produire pour tout le monde à un prix extrêmement accessible, et en même temps, je considère qu'il est de notre devoir de faire en sorte que survivent des artisanats qui ont tendance à disparaître très très rapidement, notamment pour la collection Pinault. On travaille dans le nord de la France avec des machines Jacquard qui ont très évolué depuis un siècle. J'ai l'impression d'ouvrir une porte et de découvrir un monde. C'est un travail qui se fait autour de passion, d'une manière assez fluide. J'ai l'impression d'être monté dans un train il y a une trentaine d'années. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire et que ce train continue à avancer plus ou moins tranquillement selon les périodes, mais pour l'instant, il ne s'est pas arrêté. Le métier de designer, c'est une discipline qui est liée à l'empathie. Chaque sujet a une saveur particulière, des problématiques particulières. Pour moi, il n'y a pas véritablement de diversité d'approches. Moi, j'ai toujours été intéressé par le fait de la reproduction, parce que je pense que c'est une manière de partager un travail. Je trouve que c'est une idée bonne, il est important qu'elle soit reproduite, qu'elle puisse l'être en tout cas. Le fait de faire un projet dans l'espace public, c'est qu'on l'impose d'un seul coup. Il y a tout un travail sur la délicatesse, sur la question du contexte, notamment en Europe, dans des contextes historiques très forts. Il faut trouver la justesse, c'est-à-dire à la fois la modernité est nécessaire, c'est pour ça qu'on nous appelle, et en même temps la délicatesse. Quand on a eu la chance d'être invité à dessiner le premier lustre d'entrée du château de Versailles, qui était la première pièce pérenne à Versailles depuis le 18e quasiment. C'est une chance extraordinaire, mais qui nécessite à la fois la présence et en même temps la retenue. Bon, là, on est dans un cas assez singulier, un bâtiment magnifique, ce cylindre, la relation à la rue autour, le jardin contemporain d'un côté, il y a un trajet, il y a une espèce de force qui est donnée par cette géométrie. De quoi cette place a véritablement besoin, parce qu'elle n'est pas énorme, quels sont les critères techniques nécessaires pour l'évacuation de l'eau, comment protéger le bâtiment tout en le laissant très léger, qu'est-ce qui signale que cette bourse de commerce est un lieu d'exposition. Quel plaisir on a à déambuler par là, quel sera le sens de la file d'attente. Enfin, tout ça, c'est assez passionnant. C'est à la fois une question de résoudre ces problèmes et d'amener quelque chose de juste. On est en pleine réflexion sur les sujets, puis ce qui est très passionnant ici, c'est que rien n'est laissé à la légère. Il y a une équipe extraordinaire en face qui se pose beaucoup de questions. Il faut peut-être laisser un peu de temps, qu'il faut prendre ça avec mesure. J'aime beaucoup la position, une certaine naïveté dans les sujets. Ça ne peut pas arriver en tant que spécialiste, mais d'écouter beaucoup, de voir ce qui se passe. On fait pas mal de maquettes, de suggestions, on discute avec tout le monde. Je me sens très à l'aise avec des gens de caractère. C'est quelqu'un qui a fait un choix assez précis, qui est assez proche du nôtre, c'est d'en faire assez peu, mais d'essayer de bien le faire, de ne pas s'éparpiller. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise totale de tout ce qu'il fait. On est toujours inquiet au début de savoir à qui on a affaire. Je trouve qu'il aimait bien notre travail, mais c'est aussi une question de rencontre et donc de dialogue, de discussion. Dans deux métiers qui sont assez différents,
On se rend compte qu'il y a plein de critères liés à la recherche, liés à une certaine exigence. On n'est pas non plus tout à fait la même génération, parce qu'il a un peu plus de 70 ans, moi je ne les ai pas encore. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, donc là on se pose des questions, des multiples détails, l'exacte brillance des couverts, le son du plateau, des choses de cet ordre. La question d'aménagement, la question liée au meuble, ça s'apparente à un sachet de thé. Quand on trempe un sachet de thé dans un verre d'eau chaude, d'un seul coup, les couleurs apparaissent. Lorsqu'on met un meuble, lorsqu'on pose un tapis, qu'on branche une lampe et qu'on l'allume, il y a immédiatement une atmosphère. Donc la qualité de cette atmosphère, la sensualité de cette atmosphère, produit par cette atmosphère, quelque chose qui m'importe, et c'est le sujet ici. La particularité de ce lieu, c'est le rapport à l'extérieur, la lumière, des matériaux assez brutaux, directs, il y a des huisseries en bois, certaines couleurs et surtout la vue sur l'extérieur. Je suis très sensible aux musées qui effectivement ouvrent sur l'extérieur. J'aime que les œuvres fassent partie de la vie et donc le fait de pouvoir être immergé dans une installation mais de pouvoir du coin de l'œil vérifier que le monde existe encore, ça fait toujours du bien, je trouve. L'hospitalité, c'est une forme de transparence. C'est que les gens comprennent tout ce qu'ils ont autour d'eux, qu'ils reconnaissent plein de signes qui leur appartiennent et qu'ils aient l'impression d'être un peu chez eux. Le rôle de l'art, c'est de faire émerger des pratiques et des questions. Le musée a juste besoin de créer cet espace qui pourrait être vu un peu comme un peu scientifique, d'une certaine manière dénué d'affect, pour qu'on soit aussi capable de regarder l'œuvre. Et ce que j'ai toujours quand même le plus entendu, c'est des gens qui s'y sentaient un tout petit peu rejetés, je crois. Je pense qu'il leur manquait un certain nombre de signes pour qu'ils soient capables d'une certaine façon de dire en fait j'y viens moi, j'y viens avec qui je suis et donc les œuvres que je vais voir vont juste me servir de miroir qui vont me permettre de me regarder moi-même et de regarder la société. Pour ça, il faut en fait que les gens n'aient pas le moindre doute quant à qui ils sont, quelle est leur culture, qu'est-ce qu'ils savent et qu'ils aient surtout pas le moindre doute que l'œuvre de toute façon est pour eux. Et que l'œuvre va se faire à travers eux. Très souvent, je vois des gens qui doutent. Dans le fond, je pense que la vraie question du musée, c'est d'éviter qu'ils doutent. Les musées sont des salles blanches, mais plutôt dans l'idée de oublier les autres, soyez juste vous-même. La découverte d'un livre à Quimper dans une librairie, un livre de photographie sur la fondation de Judd à Marfa. Ça paraît très banal de le dire aujourd'hui, à l'époque ça l'était moins, encore plus à Quimper. Moi qui vivais à la campagne, qui en même temps était déjà intéressé par le fait de fabriquer, de construire, d'être architecte, designer, je ne sais pas très bien. J'étais à la fois fasciné par l'architecture agricole, j'étais intéressé par les premiers centres commerciaux qui se fabriquaient un peu partout, la manière dont ça se construisait m'importait, le fait de désassembler, de réassembler. Ça reste toujours mon livre de référence, je retrouvais là-dedans les installations de Judd dans ces différentes maisons, ce rapport entre un monde vernaculaire, un monde rural et un monde synthétique. Quand je cherche, je crois que la première chose dont je me rappelle, c'est des peintures de Jean Hélion. Il y avait des œuvres de Tony Grand, il y avait des œuvres de Mario Merz, il y avait des œuvres de Pier Paolo Calzolari qui m'avaient énormément marqué. Par la suite, j'ai toujours été fasciné par l'arte povera, des gens comme Kounelis par exemple, qui m'ont beaucoup touché. Après, je suis rentré aux Beaux-Arts. Je pense que tout le monde commence par des choses qui sont un peu plus simples, des Richard Long, des Richard Serra. J'ai plus de Richard en tête, mais... Et puis ensuite, au fur et à mesure, on passe vers des choses peut-être un peu plus élaborées. Moi, ce que je garde beaucoup en moi, c'est des gens comme Donald Judd, évidemment, qui est une sorte de référence centrale, mais aussi des gens un peu plus étranges, Malcolm Morley, Philip Guston aussi. Ça m'intéresse pas tellement. J'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup voir, mais j'aime pas particulièrement posséder des choses. Physiquement, j'aime pas trop être entouré de choses.